Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette première capsule informative sur le projet Énergie Saguenay de GNL Québec. Mon nom est Stéphanie Fortin, je suis directrice des affaires publiques pour GNL Québec et j'aurai la chance de m'entretenir avec nos experts dans cette petite série de capsules sur tous les enjeux qui composent le projet Énergie Saguenay. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi M. Tony Leverger, notre vice-président développement des affaires chez GNL Québec. Bonjour Tony. Bonjour Stéphanie. Alors aujourd'hui, on va parler des marchés. Et si tu le veux bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, l'éléphant dans la pièce, le COVID-19. Parle-nous, Tony, de l'impact de cette pandémie-là sur l'échéancier du projet d'Énergie Saguenay. Je pense que déjà, je vais rassurer tout le monde. C'est quelque chose qu'on a partagé dans la presse un peu plus tôt ce mois-ci. Le Covid-19 ne va pas avoir d'impact sur le projet à long terme. C'est-à-dire que le projet est toujours vivant et les fondamentaux sont toujours là pour le développement d'un projet comme le nôtre. Maintenant, oui, il ne faut pas se le cacher. La pandémie et notamment les mesures de confinement ont eu un impact sur l'intégralité du prix des commodités autour du monde. Vous voyez sur le petit graphique que seul le café en fait n'a pas vraiment été impacté en termes de consommation et de prix. Donc c'est assez cocasse, mais c'est la réalité. De notre côté, évidemment, on fait partie de cet environnement, de cet univers avec différentes entreprises, et donc c'est à nous de prendre ça en compte dans nos développements. Vous avez sûrement entendu dire que donc notre BAP devrait avoir lieu à l'automne, donc au mois de septembre, mi-septembre. Donc nous avons pris ça en même temps que vous et nous allons donc regarder aussi les impacts que ça pourrait avoir sur nos échéanciers. Mais fondamentalement, la nécessité pour notre projet est toujours là et donc on ne voit pas d'impact à long terme. Parfait. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les fondamentaux sont toujours là, puis pour l'instant, l'échéancier du projet reste toujours le même. Maintenant, qu'en est-il des perspectives du marché, justement, au moment où le projet Énergie Saguenay verrait le jour fin 2025? Mais disons que la situation actuelle du marché du GNL, donc d'approvisionnement excédentaire avec un prix faible, elle était attendue. Donc nous, ça fait 4-5 ans qu'on est au courant qu'on serait dans cette situation entre l'année, je dirais, 2020, 2022, 2023. C'est tout à fait normal et c'est relié aux caractéristiques du marché du GNL. Quand je parle de caractéristiques, je parle de 3 choses essentiellement. Donc c'est un marché qui ne se développe pas au fil de l'eau, comme vous pouvez le voir avec d'autres commodités telles que le pétrole. On parle de gros incréments de production, de grosses usines qui arrivent au fur et à mesure, comme la nôtre notamment. Vous voyez sur le graphique du milieu notamment un trou au milieu dans ces années 2015, 2016, 2017. Donc ça montre un manque de prise de décision d'investissement final pour des projets similaires aux nôtres. Et le résultat direct de cela, c'est qu'on va se retrouver dans une situation un peu plus tard, en 2024-2025, où l'approvisionnement ne va pas remplir les besoins de la demande. Maintenant, venons à la demande. Pourquoi est-ce qu'on est serein que la demande va être là? Il y a plusieurs raisons. La première raison étant évidemment l'engagement global que la majorité des pays dans le monde ont pris par rapport aux accords de Paris. Et pour donner quelques exemples, on voit par exemple le président du conseil d'administration d'Engie la semaine dernière qui expliquait notamment que Engie allait se recentrer autour du renouvelable et du gaz naturel. Donc ça montre vraiment la volonté d'entreprises autour de cela. Je crois que à peu près 16 entreprises en Europe et 14 en Asie dans le monde de l'énergie et du gaz naturel se sont engagées sur la voie de la décarbonisation ou de sociétés plus sobres en carbone. Donc tout ça rentre en compte en fait dans notre stratégie de développement. Et puis le dernier point, évidemment, est l'engagement des pays qui vient soutenir cette demande. Le dernier en date étant la Corée, qui s'est engagée à fermer une très très grande partie de sa production d'électricité au charbon, de le remplacer à 80% par du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié. Donc ces fondamentaux-là, justement, viennent renforcer la demande et accélérer en fait cette ouverture entre l'approvisionnement et la demande qui devrait avoir lieu entre 2024 et 2025, donc dans les temps pour notre projet. Parfait. Donc, peu importe, les engagements des pays sont toujours là. Le manque à gagner créé par le creux en 2016-2017 va toujours rester. Donc, les perspectives de marché sont toujours bien présentes. Maintenant, dans les dernières semaines, on a beaucoup entendu parler justement du prix du pétrole. Est-ce qu'il y a un lien entre le marché du pétrole et le marché du gaz naturel liquéfié?
C'est une question très intéressante. Je dirais qu'à très court terme ou à court terme, donc sur un horizon de quelques mois, oui, c'est le cas, notamment maintenant. Et ça, c'est essentiellement lié justement à un ralentissement global de l'économie qui veut que le prix du gaz naturel réduit, comme le prix du pétrole va réduire, comme le prix d'autres commodités vont réduire. Historiquement, il y avait un lien, essentiellement parce que le gaz naturel venait remplacer sur les marchés d'import le pétrole pour notamment de la production d'électricité. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Et donc, le prix du pétrole et du gaz naturel tend à ne plus être indexé autant qu'il l'était avant. Et cela est dû notamment à la différence entre ces deux produits. Il est beaucoup plus difficile notamment de stocker du gaz naturel que du pétrole. Leur utilisation est différente. On va utiliser du gaz naturel pour de la création, génération d'électricité ou de la chaleur, quand le pétrole va être utilisé essentiellement dans les transports et les pétrochimies. Les clients aussi qui viennent acheter du gaz naturel sont différents. Ce sont des clients qu'on appelle des utilités, donc qui sont très sensibles à la variation du prix. Et puis évidemment, on a aussi cet horizon de développement des projets où le pétrole peut être développé au fil de l'eau quand le gaz naturel liquéfié nécessite des périodes de développement qui vont durer entre 10 et 15 ans. Donc le gaz naturel, ces derniers temps, a été beaucoup plus solide par rapport au changement de la demande. Et puis ça se traduit, par exemple, par un rebond de l'ordre de 30% en 2008 après la première crise, quand le prix le pétrole est resté à un niveau relativement stable. Le dernier exemple que je peux vous donner par rapport à ça et à cette décorrélation entre les deux prix, notamment sur l'indexation, et ça a été montré justement par l'Agence internationale de l'énergie, qui s'attend à avoir moins de 15% du prix du gaz naturel indexé au prix du pétrole d'ici 2040, sont les derniers contrats justement qui ont été signés avec les usines aux États-Unis. On parle de 55 millions de tonnes par an, où aucun des contrats à date n'a été lié au pétrole. Donc on voit une vraie décorrélation et une attente par les experts du marché que ces deux commodités vont se déconnecter dans le futur. Parfait. Donc, si on changeait de sujet, parlons de transition énergétique. Selon les experts de l'Agence internationale de l'énergie, le gaz naturel fait partie intégrante de cette transition énergétique-là. Peux-tu nous parler justement du rôle du gaz naturel dans cette transition énergétique-là? Oui, donc Stéphanie, avant de parler du rôle, je voudrais juste remettre un peu les choses en perspective d'un point de vue d'utilisation de l'énergie. C'est quelque chose qui manque souvent dans les discussions qu'on peut avoir. Ici au Québec, on a de la chance puisqu'on peut vraiment utiliser l'hydroélectricité. Je crois que c'est plus de 98% de l'électricité vient justement de l'hydroélectricité. Il faut savoir que c'est pas la même chose dans le monde. On a encore plus de 40% de l'électricité au niveau mondial qui est faite à partir du charbon. C'est plus de 6700 usines en opération à ce jour, la majorité évidemment en Asie, mais on voit encore des ouvertures d'usines, notamment en Allemagne. On parle de 1,1 gigawatt qui a été ouvert cette année en Allemagne, donc de création d'électricité avec du charbon. Et puis il y a aussi un autre enjeu à prendre en compte, c'est le fait qu'il y a encore plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité. Juste donner accès à l'électricité à ces personnes-là, si c'était fait avec du gaz naturel, on parle de 200 à 300 usines comme la nôtre qu'il faudrait mettre en opération. Bon, évidemment, ça ne viendra pas que du gaz, et il y a beaucoup de renouvelables aussi qui va rentrer là-dedans. Mais ça, c'est pour mettre un peu les choses en perspective. Donc, les experts s'accordent, et notamment l'Agence internationale de l'énergie, pardon, pour montrer qu'il n'y a pas une seule solution à la transition, il y a un ensemble de solutions. Et donc l'agence, justement, les divise en 3 grandes parties. On a une partie liée à l'efficacité énergétique, et puis une deuxième partie liée aux renouvelables, une troisième partie à ce qu'on appelle le remplacement d'énergies plus polluantes par des énergies moins polluantes, donc notamment le charbon par le gaz naturel. Et donc c'est là où le gaz naturel a un rôle à jouer, puisqu'il peut justement aller remplacer le charbon là où il est très présent. Il est aussi très utile pour la création de chaleur qui est difficile à obtenir à travers les énergies renouvelables, et puis vient aussi fournir une solution de base à l'intermittence des énergies renouvelables qui est toujours un enjeu et qui sera résolu au fil du temps à travers le stockage de l'électricité, mais qui n'est pas encore présent maintenant. Donc c'est vraiment un rôle important que le gaz naturel a à jouer dans cette transition, puis je pense qu'il a déjà fait ses preuves dans les 10 dernières années. Ça a été d'ailleurs montré par
l'Agence internationale de l'énergie, dans son dernier rapport, on a atteint quasiment 600 millions de tonnes de gaz à effet de serre, de CO2, qui n'ont pas été émises grâce justement au remplacement du charbon par le gaz naturel autour du monde, une grande partie aux États-Unis, mais aussi dans d'autres juridictions telles que l'Europe et l'Asie. Parfait. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un bouquet de solutions qui va nous amener vers cette transition énergétique-là et que le gaz naturel, c'est vraiment une énergie de complément justement à l'émergence des énergies renouvelables. C'est une réalité qui est différente d'un pays à l'autre, tout dépendant de la situation économique aussi de ces pays-là. Maintenant, comme dernier sujet, si on revient un peu au contexte, puis l'après COVID, justement, par rapport au projet Énergie Saguenay. Dans le contexte de transition, puis dans le contexte de la COVID-19, on a vu qu'il y avait certains projets qui avaient été reportés ou même abandonnés. Comment tu nous expliquerais ça, cette situation-là? En fait, ce qui se passe au niveau du développement de projets dans le gaz naturel liquéfié, c'est qu'ils ne vont pas tous naître de façon égale. Il y a des critères très importants par rapport au développement qu'il faut savoir prendre en compte et qui vont en fait rendre certains projets plus attractifs que d'autres. Beaucoup de ces projets qui ont été annulés étaient soit pas viables économiquement ou alors faisaient partie d'un portefeuille de développement de projets de compagnies qui ont plusieurs projets en développement et qui ont décidé de favoriser un projet par rapport à un autre en termes d'allocation de leurs ressources et de leurs investissements. Donc il y a un grand nombre de critères à prendre en compte par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que ce que les acheteurs de gaz naturel liquéfié recherchent, on va dire, ça se traduit sur 3 points majeurs. Le premier étant évidemment le prix. Si vous êtes trop cher, il n'y a pas de raison pour que le projet aille de l'avant. Le deuxième étant le respect de l'environnement. C'est quelque chose qui est de plus en plus important par rapport au développement des projets. Et puis le troisième est la stabilité géopolitique. Si je prends ces 3 points un à un, au niveau du prix, on se démarque par rapport à nos projets. Et ça, c'est essentiellement dû à la localisation du projet, le fait qu'on puisse justement profiter du climat froid, qu'on ait des infrastructures existantes, qu'on ait un grand bassin de main-d'œuvre, qu'on ait accès évidemment à l'hydroélectricité qui va nous permettre dans le futur d'être très efficace en termes de production de gaz naturel liquéfié, vient jouer un impact majeur sur le prix de production de notre GNL et donc nous rend attractif pour les acheteurs. Le deuxième point sur l'environnement, mais évidemment on revient au point de l'hydroélectricité qui évidemment nous fait émettre à peu près 85% de moins de gaz à effet de serre qu'une usine qui serait développée ailleurs dans le monde, notamment dans le golfe du Mexique aux États-Unis. Donc ça, c'est très très important. Et puis l'autre point qu'il ne faut pas oublier par rapport à ça, parce qu'on parle de l'usine beaucoup, mais les normes environnementales canadiennes sont aussi reconnues au niveau mondial pour être extrêmement strictes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nos acheteurs. Et puis le dernier point que je mentionnais, la stabilité géopolitique. Quand vous avez besoin de faire venir du gaz naturel liquéfié de votre pays et que vous avez le choix entre des pays géopolitiquement moins stables comme le Qatar, la Russie, ou voire des pays d'Afrique tels que le Nigeria ou l'Angola, le Canada est définitivement un pays beaucoup plus attractif, sachant que cet apport d'électricité, de gaz naturel liquéfié, pardon, dans les pays est quand même stratégique pour le fonctionnement des pays. Et donc on irait plutôt se tourner vers des producteurs plus stables géopolitiquement parlant. Donc nous, on remplit ces critères de façon plutôt exhaustive et c'est pour ça que justement, on a un succès certain en termes de discussions avec des acheteurs, notamment en Asie, en Europe. C'est des discussions qui prennent du temps puisqu'on parle de très gros contrats, mais c'est des discussions qui avancent bien et qui devraient se conclure pour pouvoir nous permettre, nous, de prendre notre décision d'investissement finale d'ici la fin 2021. En quelque sorte, seuls les meilleurs projets survivront et Énergie Saguenay fait assurément partie de ces bons projets-là de par les composantes que tu viens de nous énumérer. Alors, c'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup, Tony, de ta participation. Je rappelle que
que toute l'équipe d'Énergie Saguenay travaille à pied d'œuvre justement à faire atterrir ce projet-là. C'est un rendez-vous le 14 septembre prochain pour les audiences du BAP. Le projet Énergie Saguenay va jouer un rôle majeur dans la relance économique. Donc, je vous invite à nous suivre à travers cette série de capsules-là. Vous pouvez nous poser vos questions au bas de cette publication-là via notre page Facebook ou en nous écrivant à info@gnlquebec.com. Alors, je vous remercie encore une fois et surveillez nos prochains rendez-vous. À la prochaine. Merci.